Agathe Desmarais est directrice des prévisions mondiales pour The Economist Intelligence Unit, qui appartient au magazine The Economist et qui est basé à Londres. C'est là que je la retrouve. Bonjour Agathe. Bonjour Esther. Bon, l'immunité de groupe, évidemment, c'est ce qui nous permet de voir la lumière au bout du tunnel de cette pandémie. On va commencer par le Canada. Est-ce que 70% des Canadiens vaccinés, je dirais d'ici la fin de l'été, est-ce que c'est réaliste de penser ça? Alors, chez The Economist Intelligence Unit, nous avons fait une étude récemment sur le calendrier de vaccination mondial, dont le calendrier au Canada, et nous pensons que cet objectif, à ce stade, n'est peut-être pas réaliste. Nous pensons que le Canada atteindra l'immunité collective début 2022. En fait, quand on regarde les catégories de pays qui vont très, très vite pour la vaccination, ils ont un point commun, et ensuite, il y a trois possibilités. Le point commun, c'est que ce sont tous des pays riches, comme le Canada. Et ensuite, il y a trois possibilités. Soit une petite population, ce qui n'est pas le cas du Canada. Soit ce sont des pays qui bénéficient des largesses de la Russie et de la Chine, par exemple le Chili, ou alors ce sont des pays qui ont des capacités de production locales, comme les États-Unis ou l'Union européenne, ce qui n'est à ce stade également pas le cas du Canada. Et donc c'est pour ça que nous avons une prévision qui est un petit peu plus pessimiste que celle du gouvernement et qui est que le Canada atteindra l'immunité collective début 2022. Bon, justement, sur ce pourcentage d'immunité collective, parce que de la population là, qui doit être vaccinée pour atteindre cette fameuse immunité collective, aux États-Unis, ces jours-ci, à cause des variants, on avance plutôt qu'il faut un taux de 90% des personnes vaccinées. On renonce même, on se dit qu'on n'arrivera jamais à ce 90%. Quel est le taux de vaccination nécessaire pour atteindre justement l'immunité collective? Alors, il n'y a pas de consensus, justement. C'est un sujet qui fait débat chez les scientifiques. Généralement, on retient le taux d'environ 60 à 70% de la population qui doit être immunisée, mais c'est un taux qui dépend, en fait, de la virulence du virus, de l'efficacité des vaccins, d'un certain nombre de facteurs. On retient 60 à 70%, mais effectivement, il se peut que ce soit un petit peu plus élevé. Alors après, la question aux États-Unis actuellement, c'est également qu'une partie de la population américaine ne souhaite pas apparemment se faire vacciner et que les États-Unis, en fait, leur campagne de vaccination ralentit un petit peu, ce qui en fait signale également un autre problème qui va se poser à un moment, après des débuts en fanfare dans un certain nombre de pays. On voit que l'hésitation d'une partie de la population à se faire vacciner est importante dans un certain nombre de pays. Des pays très variés comme la France, l'Ukraine, l'Argentine, le Japon, en fait, pâtissent de ce problème et c'est un sujet qui sera important. Je regardais les dernières statistiques. En fait, environ un tiers de la population mondiale ne souhaite pas bénéficier d'un vaccin contre le coronavirus. Donc, c'est quand même assez considérable. C'est d'autant plus important qu'on dit que personne ne sera vraiment en sécurité tant que tout le monde sur la planète ne sera pas protégé. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, par exemple, donc au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Allemagne, tous ces pays poursuivent leur déconfinement au moment où on se parle. Est-ce que ces pays, justement, vont trop vite en affaires? Alors c'est une politique, en fait, c'est extrêmement difficile, c'est un compromis, je dirais, puisque la question est à la fois de déconfiner pour avoir des perspectives économiques, puisqu'on sait que le confinement a un poids économique et un prix économique qui est très lourd à payer, tout en respectant les impératifs de santé publique. C'est un compromis, il n'y a évidemment pas de bonne réponse. Généralement, les experts en santé publique souhaitent avoir des perspectives plus sûres, plus sécuritaires, ils souhaitent généralement déconfiner plus lentement, et un certain nombre de gouvernements se disent que aller trop lentement a également des effets très délétères sur l'économie. Donc c'est un compromis. Je dirais que la situation est quand même différente entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, puisque le Royaume-Uni a une campagne vaccinale qui est allée très vite. Oui. On voit que la majorité de la population britannique aujourd'hui a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. L'Union européenne a connu des débuts plus lents, mais est en phase de rattrapage et devrait atteindre l'immunité collective d'ici la fin de l'été. Oui, parce que la COVID, quand même, continue de progresser ailleurs dans le monde et c'est le cas en Inde où la pandémie fait actuellement des ravages. L'Inde, c'est quand même un pays de 1,3 milliard d'habitants, c'est pas rien. Jusqu'à quel point la situation actuelle, ce qui se passe actuellement en Inde, ça pourrait menacer les pays qui déconfinent ou qui pensent déconfiner bientôt?
Alors, c'est la grande inquiétude, justement. Pour tous les experts en santé publique, c'est la grande inquiétude, la situation en Inde. Puisque, comme vous l'avez dit, l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est un taux d'incidence du coronavirus qui augmente fortement. On ne sait pas exactement, en fait, combien de personnes sont contaminées chaque jour. C'est extrêmement difficile d'avoir une vision d'ensemble de la situation en Inde. Mais ce qui est certain, c'est que tant que le virus continue à circuler dans un pays comme l'Inde, en fait, cela va favoriser l'émergence de nouveaux variants. Et ces nouveaux variants, évidemment, vont se propager dans le reste du monde et pourraient, à terme, devenir résistants ou en partie résistants au vaccin actuel contre le coronavirus. Et tout cela pourrait, en fait, nous ramener au point de départ dans une sorte de course contre la montre entre les vaccins qu'il va falloir adapter aux variants contre le coronavirus et le coronavirus qui continue à muter tant qu'il infecte des personnes. Et c'est exactement ce qui se passe en Inde et c'est évidemment la grande inquiétude actuellement. Ouais. J'aimerais vous entendre maintenant sur la distribution des vaccins et revenir à la situation au Canada. On le sait que le Canada a sécurisé des centaines de millions de doses de vaccins de différentes compagnies pharmaceutiques, en fait beaucoup plus que pour les besoins de la population en général. Est-ce que le Canada, avec toutes ces doses sécurisées au début disons l'automne dernier, lors de la pandémie, gros de la pandémie, ça vient nuire à la vaccination dans les autres pays et retarder le fait même l'atteinte de l'immunité collective dans le monde? Oui, tout à fait. Alors, le Canada, en fait, a une politique très volontariste. Le Canada a sécurisé des doses pour vacciner 5 fois la population canadienne. Ce que je dirais, c'est que c'était une politique qui, en fait, avait du sens à un moment où on ne savait pas quels vaccins seraient les plus efficaces. Donc, le gouvernement canadien a fait ce choix de miser sur plusieurs vaccins à un moment où on ne savait pas lesquels seraient efficaces. Il s'avère aujourd'hui que le Canada pourrait avoir trop de doses en théorie, mais le principal problème, en fait, actuellement pour la vaccination, c'est la question de la production. Puisqu'on cherche à produire des milliards de doses de vaccins contre le coronavirus et la production ne suit pas actuellement. En fait, il faut ouvrir plus de lignes de production, plus d'usines, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas un bouton on-off qu'on pourrait allumer ou éteindre. En fait, monter une usine de production de vaccins prend du temps. Cela demande beaucoup de savoir-faire, cela demande une main-d'œuvre qualifiée. Et par ailleurs, quand on commence à produire des vaccins, cela prend au moins 6 mois pour avoir une bonne productivité au niveau de l'usine. Donc je dirais que le Canada, en fait, actuellement pâtit de la même chose que la plupart des pays dans le monde, c'est le problème de la production des vaccins et ce n'est absolument pas une exception, c'est vraiment la situation partout dans le monde. Oui, puisque vous parlez justement de la production des vaccins, je vais terminer sur les brevets de fabrication des vaccins contre la COVID. Les États-Unis, vous le savez, soutiennent une initiative pour que les pays abandonnent la protection de ces brevets-là, du moins temporairement. Le Canada serait prêt à envisager, soutenir l'idée. Est-ce que ce serait une solution pour régler l'inéquité entre les pays et atteindre plus rapidement justement cette fameuse immunité collective? Alors, je dirais que la décision des États-Unis, en fait, est à la fois symbolique et politique. En fait, ce qu'elle traduit, c'est le fait que les États-Unis sont de plus en plus inquiets de voir la Russie et la Chine déployer une diplomatie vaccinale à travers les pays émergents pour, en fait, augmenter leur présence dans les pays en voie de développement et nouer des liens avec ces pays en voie de développement. Donc, je dirais qu'il faut voir la décision des États-Unis à l'aune de cette diplomatie vaccinale. Maintenant, notre analyse chez The Economist Intelligence Unit, c'est que la décision des États-Unis de ne pas en fait appliquer les droits de brevet pour les vaccins contre le coronavirus, cette décision ne va pas avoir un impact notable sur les calendriers de vaccination au niveau de l'échelle annuelle, échelle internationale, avant au moins 2022. Ou même 2023. Et en fait, la raison principale, c'est que produire des vaccins, ce n'est pas uniquement, en fait, plus facile si on n'a pas les droits de brevet. Il faut vraiment une main-d'œuvre, un savoir-faire. Il y aura des transferts de technologies qui doivent avoir lieu. Tout cela va prendre énormément de temps et on en revient, en fait, au point de tout à l'heure. C'est que construire une usine de production de vaccins prend énormément de temps. Donc, je dirais que cette décision est un premier pas, mais pour l'instant, un premier pas symbolique qui ne va pas avoir un impact notable sur les calendriers de vaccination dans la plupart des pays avant un bon bout de temps. Oui, donc des impacts, mais plus à long terme. Agathe Desmarais, directrice des prévisions mondiales pour The Economist Intelligence Unit. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci à vous. Merci, au revoir.